Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Bernard Friot. Alors pas de sa théorie en général du salaire à vie, mais uniquement des divergences entre la théorie marxiste de la valeur et la sienne. Et nous parlerons ensuite des conséquences que cette divergence induit, que ce soit en termes d'erreur ou de propositions justes. Mais avant d'aller plus loin, il faudra déjà définir quelques petites choses à propos de la valeur, c'est-à-dire définir ce qu'est la valeur d'usage, la valeur d'échange, la plus-value et la théorie de la valeur. Bon, pour faire simple, la valeur d'usage désigne l'utilité d'un bien ou d'un service. La valeur d'échange ensuite est la valeur que les marchandises acquièrent au cours d'un process de production déterminé et qu'elles prennent en moyenne sur le marché. Cette valeur d'échange, donc, elle n'est propre qu'aux marchandises, c'est-à-dire tout bien ou service qui s'achète ou se vend sur un marché. Ensuite, la plus-value désigne un incrément supplémentaire de valeur d'échange issu de la valorisation d'une autre valeur d'échange précédente au cours d'un process de production déterminé. Toute réflexion est enfin nommée théorie de la valeur dès lors qu'elle s'attelle à rechercher l'origine de la valeur des biens et des services existant sur les marchés au sein de nos sociétés. Avec ces quelques petites notions en tête, nous allons maintenant pouvoir résumer brièvement la théorie marxiste de la valeur. Chez Marx, la valeur d'échange n'est pas une propriété naturelle, mais une construction socio-historique, propre uniquement aux sociétés marchandes. Cette valeur d'échange est créée par le travail humain et est mesurée par le temps de travail social moyen. Le temps de travail social moyen correspond de son côté au temps de travail moyen dont on a besoin pour produire une marchandise déterminée dans des conditions moyennes de production d'une société donnée. Chez Marx, la marchandise correspond à tout bien ou service qui se voit doté d'une valeur d'échange en vue d'être vendu sur les marchés. C'est-à-dire qu'une marchandise est dotée à la fois d'une valeur d'usage et d'une valeur d'échange. Le capital est de son côté une valeur d'échange particulière, c'est-à-dire en fait une valeur d'échange qui peut être valorisée au cours d'un process de production capitaliste où l'on exploite une force de travail en la payant moins que la valeur d'échange qu'elle permet de produire. La plus-value qui en est tirée est le produit de la valorisation du capital. Celle-ci est en fait la forme particulière que prend le surtravail dans un cadre capitaliste. Dès lors, toute plus-value a forcément pour origine le surtravail, c'est-à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme. Cette plus-value se répartit ensuite grosso modo en paiement des diverses classes possédantes, en thésaurisation, en réinvestissement, en faux frais dévolus aux fonctions improductives de plus-value mais nécessaires, et enfin en part dévolue à l'État, qui sert notamment à payer les pensions et les services publics. À propos des pensionnaires comme les fonctionnaires et retraités et à propos des services publics, Marx a deux considérations. Premièrement, il est vrai qu'ils peuvent être utiles d'un point de vue du capital, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utiles pour stimuler la création de plus-value, pour stimuler l'économie capitaliste. En revanche, ils ne produisent pas par eux-mêmes de plus-value, dans la mesure où ces fonctions étant non marchandes, parce qu'elles sont certes à financement monétaire, mais il n'y a pas de marchandises vendues, eh bien, elles ne créent pas de valeur d'échange, et donc elles ne créent pas de plus-value. Vu qu'elles ne créent pas de valeur d'échange, mais qu'elles sont à financement monétaire, elles ne font donc que consommer, ponctionner de la valeur d'échange, en fait de la plus-value, vu que c'est comme ça qu'elles sont financées. Chez Marx, si ces fonctions sont utiles du point de vue du capital, elles ne font donc que ponctionner de la plus-value, mais n'en créent aucune, et ne créent pas non plus de valeur d'échange. Voilà, très important à retenir ça. C'est très important parce qu'en effet, Bernard Friot considère au contraire de Marx que les pensionnaires et les services publics créent de la valeur d'échange. Selon lui, ils en créent par reconnaissance institutionnelle, c'est-à-dire que elle est créée lorsque les institutions reconnaissent leur contribution
au PIB, et ensuite les rémunère en conséquence, en fonction de leur production, leur donne leur quote-part. Voilà. Et c'est pour ça que Friot considère que, par exemple, les retraités produisent eux-mêmes la valeur d'échange qui leur est redonnée. Donc, pour Bernard Friot, au contraire de Marx, les pensionnaires et services publics produisent de la valeur d'échange. Et c'est là que nous arrivons à la première erreur de Bernard Friot. Non, les pensionnaires et les services publics ne produisent pas de valeur d'échange, pour la simple et bonne raison qu'ils ne produisent pas de marchandises. Alors certes, ils produisent bien évidemment des valeurs d'usage, ça c'est clair, mais pas des marchandises. Ils ne produisent pas une association de valeurs d'usage et de valeurs d'échange, tout simplement parce que, en tant que tels, ils ne vendent pas de biens ou de services. Ils ne vendent pas donc de biens ou de services marchands, ils ne les vendent pas, ils produisent des biens et des services, mais dans un cadre non marchand. De fait, ils ne créent pas de valeur d'échange. Alors, certes, effectivement, il y a besoin d'argent pour les financer, mais ça, c'est un financement monétaire. Ce n'est pas une création de valeur. Quand on a besoin d'un financement monétaire, on consomme de la valeur, on en ponctionne, mais on n'en produit pas. Et la soi-disant reconnaissance institutionnelle, alors, concernant cela, le fait que les institutions cherchent à mesurer la contribution au PIB de tout le secteur non marchand, ça ne veut pas dire qu'ils produisent eux-mêmes de la valeur d'échange. Ça veut simplement dire que tout le secteur non marchand contribue indirectement à stimuler la création de valeur d'échange et de plus-value, mais ça ne veut pas dire qu'il en crée lui-même. Il ne peut pas en créer lui-même pour la simple et bonne raison qu'il est non marchand. Donc, non. La reconnaissance institutionnelle, ça c'est bidon. Ce qui est vrai, c'est la théorie marxiste, c'est-à-dire les pensionnaires et services publics sont utiles, mais ne produisent pas de valeur d'échange. Alors oui, j'insiste là-dessus parce que il ne faut pas sous-entendre le moindre jugement de valeur là-dedans, parce que justement, valeur d'usage et valeur d'échange sont deux choses très différentes. Ce n'est pas parce qu'on ne produit ni valeur d'échange ni plus-value qu'on est inutile, bien au contraire. Voilà, je rappelle juste cela. Et c'est là que l'on arrive à la deuxième erreur de Bernard Friot. Bah oui, parce qu'en fait, quand vous regardez son projet, il y a toujours un marché, il y a toujours des marchandises, il y a toujours de la monnaie. C'est-à-dire que l'on trouve toujours les catégories de base de l'économie marchande simple. Alors bon, certes, lui, d'après ce que j'ai entendu, il voulait essayer de réhabiliter l'économie marchande simple en comparaison avec le capitalisme. Sauf que le problème, c'est que certes, si ces deux économies sont différentes, il ne faut pas oublier que le capitalisme prend sa racine dans l'économie marchande simple. Bah oui, parce que les catégories de base du capital, la marchandise en général, la monnaie en tant que marchandise particulière, le marché en tant que lieu d'échange, la valeur d'échange et le travail social moyen en tant que base de cette dernière, eh bien, tout ça, c'est porté à son pinacle dans le cadre capitaliste, mais ça existe déjà chez les sociétés marchandes simples. Et en fait, le capital, dans les faits, historiquement, il a bien émergé au sein des économies marchandes simples, de plusieurs manières. Comme on le verra plus tard dans un article. Donc, c'est-à-dire que, étant donné que le capital provient de l'économie marchande simple et issu de l'économie marchande simple, ça veut dire que si on conserve une économie marchande simple, le capital pourra à tout moment réapparaître. Donc c'est ça le problème. Si on veut se débarrasser une bonne fois pour toutes du capitalisme, on doit tirer aussi un trait sur l'économie marchande simple. Si on veut abolir définitivement le capital, il faut aussi se débarrasser du marché. Si on ne fait que se débarrasser du capital mais qu'on conserve le marché, le capital pourra toujours renaître, soit un processus historique semblable ou quelque peu différent, sur la base du marché. Voilà. Voilà donc cette deuxième erreur. Et en conséquence de tout ça, il se trouve qu'il y a une pierre d'achoppement dans son projet. Bah oui, parce que, en fait, la rémunération des salaires à vie se fait en fonction du grade, pas en fonction de la plus-value produite. Donc si la rémunération de toutes ces pensions est indépendante de la plus-value,
soit on se retrouve avec des phénomènes d'inflation et de déflation très marqués, donc ça c'est pas ouf, ou alors on va se retrouver avec un retour de contraintes pour produire la plus-value nécessaire, que ce soit augmentation de l'âge de départ à la retraite, réduction des salaires à vie, augmentation du temps de travail, etc., etc. Donc là, on n'est pas tout à fait sorti de l'ornière. Alors certes, dans le cadre de Frio, ça serait collectif, donc ça serait auto-exploitation des producteurs associés au lieu de exploitation par une tierce personne, mais on n'est pas complètement sorti du capitalisme, et c'est ça le problème. Mais toutefois, il se pourrait qu'en réfléchissant un peu plus loin, en regardant cette soi-disant pierre d'achoppement sous un autre angle, on pourrait en réalité se rendre compte qu'elle est révolutionnaire. En effet, supposons par exemple que, une fois chacun payé d'office avec un salaire à vie, il décide de se lancer dans la production non marchande. De faire du non marchand comme ça entre potes. Qu'est-ce que ça signifie? Alors d'une part, si c'est non marchand, ça signifie effectivement pas de valeur d'échange produite ni de plus-value produite, donc pas de possibilité de payer les salaires à vie. De ce point de vue-là, ça veut dire ça. Sauf que, en se lançant dans la production non marchande, plutôt que marchande, ils vont provoquer une extension de la sphère non marchande au détriment de la sphère marchande. Ce qui veut dire qu'en fait, pour subvenir à nos besoins, il y aura moins besoin de payer, vu qu'il y aura davantage de non marchands et moins de marchands. Donc en fait, ça signifie que, en se lançant dans le non marchand, en étendant la sphère non marchande au détriment de la sphère marchande, ils vont certes réduire le montant de plus-value accessible pour payer les salaires à vie, donc ils vont réduire les salaires à vie, mais ils vont aussi réduire le financement monétaire nécessaire, vu qu'il y aura moins de marchands. Et en fait, en continuant comme ça, on pourrait acter la transition de l'économie marchande à l'économie non marchande. C'est-à-dire, on pourrait sortir de l'économie marchande et sortir de ces catégories de base. Plus de valeur d'échange, plus de marché, plus de marchandises, uniquement des biens et des services non marchands, produits sur des rapports sociaux complètement nouveaux, échangés d'eux-mêmes de manière nouvelle. Et c'est ça en fait qu'on se rend compte de l'utilité du projet de Bernard Friot. C'est de cette manière-là qu'il est utile. Il n'est pas utile en tant que projet à établir sur le long terme, mais en tant que transition de l'économie marchande à l'économie non marchande, dans l'optique de pouvoir, on ne sait pas, un jour réaliser le communisme. C'est là que le projet de Bernard Friot est important. Ce n'est certes pas son but initial tel que vu par Bernard Friot, mais il a en fait une utilité de ce point de vue. Je vais juste préciser avant de terminer cette vidéo qu'un nouvel article va sortir d'ici peu sur mon blog. Il s'agira d'un article sur la théorie de la valeur où vous allez avoir beaucoup plus de détails que les quelques-uns que j'ai donnés dans cette vidéo et où vous pourrez avoir énormément d'informations sur comment la théorie de la valeur a varié au cours du temps et quelle est ma position là-dessus. Cet article prendra le format habituel, c'est-à-dire très long. Mais bon, c'est forcément la rançon nécessaire pour qu'il y ait beaucoup de détails, suffisamment de détails pour qu'il soit très riche, très dense en informations et qu'on y apprenne beaucoup de choses. C'est dommage, mais c'est hélas comme ça. Bon, ceci dit, je pense pas que vous serez trop déçus si jamais vous avez le temps de lire cet article. Et c'est donc sur cela que je vais vous laisser. À plus tard donc pour la prochaine vidéo. À plus.